Salut les fous du volant, on en avait beaucoup parlé et cette fois, ça y est, la saison 2026 de Formule 1 est lancée. George Russell s'est imposé à Melbourne devant son coéquipier Kimi Antonelli et Charles Leclerc. On a enfin vu ces nouvelles Formule 1 en action. Mais pour ça, fallait être matinal. Tu t'es remis du décalage horaire, Stéphane? Oui. Bon, j'étais, pour tout dire, j'ai assisté à ce Grand Prix au Café Autopassion, boulevard Beaune à Paris, en compagnie de Ford. D'accord. La communication de Ford, qui a constaté en direct en fait la casse du moteur de Isaac Hadjar. Mais c'était génial de voir ça, cette nouvelle ère dans laquelle on est rentré et sur laquelle il y a quand même beaucoup à dire. Exactement. Alors, tu n'aurais pas dû te remettre du décalage parce qu'on va y retourner. Mais ça sera à la fin, évidemment, des Fous du Volant. On vous redonnera les horaires du prochain Grand Prix le week-end prochain en Chine. On va évidemment revenir sur les premiers enseignements issus de ce Grand Prix d'Australie. Et donc, d'une certaine manière, on va juger par rapport à ce que l'on a vu. Et on n'a pas vu grand-chose, mais quand même déjà une première impression des conséquences de ce nouveau règlement technique. J'ai envie de dire de ces nouveaux règlements, tellement de choses ont changé. On s'intéressera aussi en détail à certaines équipes. On ne peut pas passer à côté quand même d'une analyse de la performance des Mercedes. On parlera de Ferrari, de Red Bull, de McLaren aussi, et puis d'Aston Martin, parce que c'était quand même un des gros points d'interrogation, et ça va le rester. Moi, je vous propose tout de suite de commencer les points positifs, les points négatifs de ce nouveau règlement mis à l'épreuve de la course. Parce que, évidemment, dimanche matin à 5h, tout le monde était devant le départ de ce Grand Prix de F1 à se demander ce que ça allait pouvoir nous réserver comme spectacle. Alors d'abord, on est passé à côté d'un énorme crash sur la grille entre Lawson et Colapinto. Et ensuite, faut bien reconnaître qu'on a vécu un début de course assez palpitant entre les Ferrari, les Mercedes. Au final, donc, on a un doublé des Mercedes devant les deux Ferrari, la seule McLaren rescapée, la seule Red Bull rescapée, Norris et Verstappen, ce qui correspond plus ou moins à ce que tu nous avais présenté comme hiérarchie la semaine dernière. Russell a pris la tête du classement des pilotes. Devant Antonelli viennent ensuite Leclerc, Hamilton, Norris, Verstappen, Biermann, Lindblad, Bortoleto et Pierre Gasly qui était allé chercher le point de la 10e place. Au classement des constructeurs, très bonne opération d'entrée de jeu pour Mercedes qui fait le plein devant Ferrari. L'écart est déjà fait par rapport à McLaren, Red Bull. Et puis donc les premiers points en Formule 1 pour Audi. Et maintenant, donc Stéphane, passons à l'analyse vraiment pure et dure. Les points positifs, les points négatifs de ce nouveau règlement. Parce qu'il y a quand même l'attrait de la nouveauté, c'était la curiosité. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, comme point positif, d'abord, de cette nouvelle réglementation? Factuellement, beaucoup d'échanges de positions en piste. Et pour la première fois depuis Monza 2025, un dépassement en piste pour la victoire. Russell a dépassé Lewis Hamilton sur un fait de course en piste. On avait l'habitude de voir des échanges de positions. Non, Hamilton s'est arrêté après Charles Leclerc. Oui, pardon, tu as raison. Oui. Et on avait l'habitude de voir soit des prises de pouvoir au premier virage et puis après plus rien, soit par des échanges de positions via les arrêts au stand. Là, on a eu du concret en piste, c'est le point le plus positif parce que ça a beaucoup bougé. Et Toto Wolff a dit qu'effectivement, il y avait une crainte par rapport à un manque d'intensité de cette course. On ne sait pas ce que ça allait donner. Puis il a dit finalement les modes boost et les modes de dépassement l'ont rendu plutôt intéressante. Et c'est vrai. Alors moi, je me suis dit juste une chose en regardant cette course, c'est qu'on a changé vraiment d'équation dans la course automobile. Avant, on était sur une équation qui reposait sur des temps forts et des temps faibles entre différents pilotes. La course idéale, c'est la course où il y a deux stratégies possibles, un arrêt ou deux arrêts. Et en fonction de ça, ceux qui sont sur un arrêt ne sont pas très agressifs et se font dépasser éventuellement par des pilotes plus agressifs sur deux arrêts. Et puis on voit surtout, dans les 15 derniers tours, qui a raison, qui a tort. Et le suspense va crescendo en fait. Et c'est à la fin qu'on sait vraiment qui a raison et qui a tort. Et là, je me suis dit, on n'attend pas 15 tours maintenant pour avoir des temps forts et des temps faibles, on attend 15 secondes. Et tout peut se passer, tu as un condensé d'une course
en un tour où il y a des échanges de position permanents. Mais ce qui m'a un petit peu gêné, c'est que on est un peu en mode vidéo. On appuie sur un bouton, on dépasse et il y a des pilotes qui se retrouvent impuissants. C'est ce qu'ils ont tous expliqué. Ça crée quand même de la frustration et c'est un message qui est un petit peu brouillé par rapport à la jeune génération. Des gens qui comprennent pas que leur pilote favori, en fait, ne se défend pas sur une attaque d'un autre pilote et c'est presque devenu ne rien faire une stratégie. Donc ça c'est intéressant ça, cette formulation est intéressante. Ça c'est la difficulté maintenant, il va falloir y mettre fin je pense parce que ça va devenir un petit peu ubuesque. On avait du suspense avant, maintenant il faut de la frénésie, mais là on en a un peu trop. Oui, c'est ça l'histoire. Il y a eu beaucoup de dépassements, ça a été revendiqué d'ailleurs par la Formule 1, l'organisation qui a dit qu'il y avait eu, je crois, 3 fois plus de dépassements cette année en Australie que l'année dernière. 45 l'année dernière, 120 cette année, c'est un peu too much. C'est la différence entre ce que j'appellerais un changement de position et un dépassement. Un dépassement, c'est à condition ISO des deux voitures, et que là, c'était quand même très très compliqué. Moi, dans les points positifs, on reviendra après sur tout ce que ça pose comme question, ce nouveau règlement. Dans les points positifs, les voitures, elles sont quand même beaucoup plus vives. On l'a dit, elles sont plus courtes, plus étroites, les pneus sont moins larges, les voitures sont moins lourdes. Ça se sent, je trouve que ça se voit quand elles sont sur les vibreurs, tu les sens beaucoup plus vives, beaucoup plus difficiles à rattraper. D'ailleurs, je pense que Antonelli pourrait te le dire en FP3. Je pense que, alors, pour Piastri, c'est un peu autre chose. Apparemment, le moteur a envoyé plus de couple que ce que la pédale d'accélérateur lui avait demandé. Mais on sent vraiment que là, on est vraiment avec de l'huile sur le feu. J'ai le sentiment davantage que sur les modèles précédents qui étaient un petit peu plus lourds, un petit peu plus pâteaux. Les voitures sont 3 secondes moins rapides, mais on a une impression de dynamisme quand même, c'est assez étonnant. Donc l'équation est différente, mais c'est plus excitant. Et c'est vrai que ça va se voir un peu plus sur les circuits en ville aussi. Oui. Et c'est pas mal parce que la Formula One est intéressée aussi à amener la Formule 1 sur des circuits urbains. Ouais. Donc c'est peut-être un règlement qui vaut au moins pour 5 ans de toute façon et qui est peut-être bien écrit de ce point de vue-là de la dimension des châssis. On va parler maintenant des points négatifs parce que il y en a. Faut être quand même tout à fait honnête. Tu parlais de ce sentiment de jeu vidéo. Moi, c'est surtout sur les caméras embarquées où je me suis senti un petit peu déstabilisé parce que finalement, tu te retrouves avec une décorrélation totale entre le bruit du moteur, le passage des vitesses, tout ça, le régime du moteur. Et quand tu regardes, il y a toujours l'animation avec la vitesse de la voiture, c'est plus en adéquation. Il y a des moments où le moteur descend en régime parce qu'en fait on fait du super clipping et la vitesse reste identique parce qu'il compense, ou l'inverse d'ailleurs. Il y a des moments où le régime moteur reste à fond et la voiture décélère parce que le pilote a lâché. C'est difficile à suivre en fait. T'as l'impression qu'il y a un décalage entre le son et l'image. Ça m'a un petit peu déstabilisé. Ce qui m'a gêné, moi, c'est l'absence en fait permanente du niveau des batteries de chaque voiture, en disant tiens, là, il peut attaquer ou pas. Et là, on est dans le noir le plus complet et on regarde un petit peu ce qui se passe et puis on découvre que tel pilote est en position de force et que l'autre n'a pas le moyen de se défendre. Et c'est assez étrange. Soit il faut lisser tout ça et donner moins d'importance au super clipping, à cette régénération, etc. Soit il faut nous expliquer beaucoup plus de choses en direct. Ça a été bien fait quand même, mais il y a du travail là-dessus. Et moi, je te dis, Gilles, les gens qui connaissent la Formule 1 et qui s'intéressent à la Formule 1 depuis quelques années, ils sont prêts à accepter ça. Mais je ne pense pas qu'on va recruter beaucoup de jeunes fans avec ce système-là, qui amène même aussi des commentaires assez paradoxaux en fin de course. Je cite par exemple Bortoleto qui a dit c'était une course complètement folle. Alors je cite motorsport.com qui reprend ses propos. Le départ a été chaotique, beaucoup de très bons et beaucoup de très mauvais départs. C'est vrai, il n'y avait pas un départ type. Il n'y a personne qui a vraiment bien réussi son départ. Il y a eu des phases comme ça où ça partait très très bien et puis après tu ne comprenais pas que Adjar était scotché et inversement, c'est vrai. Et puis il dit j'ai fait des dépassements que je ne voulais pas faire parce que l'agent je voulais pas. C'est lui qui a ralenti. Parce que en fait j'avais beaucoup d'énergie et face à une voiture qui faisait un clipping de fou. Donc c'est un petit peu résumé. Même les pilotes eux-mêmes n'arrivent pas à prévoir
ce qui va se passer devant eux. Et puis après, les 30-40 km/h qu'il y a de différence, on pointe sur du super clipping, ce qui est dangereux. Et il dit, il faut réfléchir en fait quand on se bat. Et c'est tout à fait ça le message. On l'a vu à l'image de Hamilton qui a failli percuter un de ses adversaires parce qu'il était une demi-seconde les yeux sur son volant et il lève la tête et il y a une voiture juste devant lui. C'était très très chaud. Tout à fait. Et il dit, avant, quand on dépassait, c'était fini. Maintenant, en fait, quand on dépasse quelqu'un, il faut réfléchir à ce qui va se passer sur la suite du tour, sur les 3-4 virages suivants. C'est beaucoup plus compliqué parce que le gars va repasser. Et Leclerc a dit aussi quelque chose de vrai. Il y a une certaine bravoure dans les dépassements. Alors, je pense à Daniel Ricciardo, ces dépassements vraiment au-delà de la limite. Qui ont fait vraiment sa marque de fabrique. Leclerc dit, avant, il s'agissait plutôt de savoir qui serait le plus courageux pour freiner tard. Et maintenant, avec le bouton boost, on sait qu'on va le payer au prix fort. Oui. C'est tout à fait ça. Après, j'ai envie de te dire, tout ça, ça va s'équilibrer. Là, pour l'instant, les équipes, elles n'ont pas encore véritablement compris comment est-ce qu'il fallait exploiter la récupération d'énergie, la façon de délivrer cette énergie tout au long d'un tour, à quel endroit c'était le mieux. Et ça change à chaque, sur chaque circuit. C'est Laurent Mekies qui disait que les équipes ne tarderaient pas à trouver la combinaison idéale du timing, du niveau de batterie, de stratégie de déploiement pour qu'un pilote puisse prendre l'avantage et le conserver. Voilà, ça va demander quelques grands prix de compréhension et ça va se calmer. Et ce qui va se régler le plus vite possible, ça c'est l'urgence absolue, c'est les départs. Oui. De toute façon, c'est là où on va voir des progrès très très rapides sur les 2-3 premiers Grands Prix. Et après, effectivement, c'est quelque chose qui va être réglé. Et puis, on va obtenir un équilibre. De toute façon, quand un motoriste aura trouvé quelque chose, chez Mercedes, ça impactera 4 équipes. Enfin, ces résultats-là, les datas vont servir. Quoique, chez McLaren, c'est une autre histoire par rapport à Mercedes. Tout à fait. Mais globalement, en fait, les pilotes se plaignaient avant d'être des gestionnaires des pneumatiques. Maintenant, ils gèrent les pneus, ils gèrent les énergies. On a quasiment pas parlé. C'est un souci. On en a quasiment plus parlé des pneus. On l'a dit dans les fous du volant par le passé. C'est devenu un championnat du monde de pneumatiques. Mais là, c'était pas un facteur limitant. Et là, ça n'est pas un facteur limitant. Mais c'est logique parce que là, aujourd'hui, le nerf de la guerre, et pour quelques grands prix, pour quelques semaines, pour quelques mois, ça va être de comprendre comment au mieux récupérer l'énergie et la restituer pour avoir le meilleur temps autour. Une fois qu'ils auront maîtrisé cet aspect-là, on reviendra s'intéresser aux pneumatiques, savoir comment il faut le gérer. Ces pneus, on a changé les dimensions à l'avant, à l'arrière, ce qui en temps normal serait un saut dans l'inconnu à lui seul. Et finalement, ça passe presque inaperçu parce qu'il y a tellement d'autres choses qui ont changé qu'on ne s'y est pas encore intéressé. Mais là, je te coupe juste, ce règlement, il est pour 5 ans quand même, Gilles. Donc, il n'y a rien à faire, il y a eu des investissements colossaux, il est signé jusqu'en 2030 inclus. Et on ne va pas pouvoir le mettre au placard comme ça dans un tiroir, le ranger pour revenir. Dit-on encore, c'est vraiment un sujet d'actualité. V8 ou V10 ou V12 à partir de 2031 avec du carburant de synthèse. Et voilà. Parce que finalement, c'est toujours pareil. C'est des gens haut placés dans l'industrie automobile qui nous ont dit « Nous sommes impliqués en compétition automobile, mais on doit avoir une relation pertinente technologiquement entre la compétition et nos voitures. » Et c'était particulièrement vrai en rallye. Et le rallye a exploré la voie de l'hybridation. Et il y avait même Andrea Adamo, le boss de Hyundai. On parle quand même de constructeurs impliqués en rallye. Hyundai, Ford, Toyota. C'est quand même pas rien. Ce sont des géants, des mastodontes de l'industrie automobile mondiale qui ont tous le même discours. Et Adamo disait, l'hybridation, c'est nécessaire pour l'avenir du WRC. On fera pas sans. Voilà. Eh bien, en fait, ils l'ont mis à la poubelle en 2025 parce que le WRC était en train de mourir. Et pour ne pas tuer complètement le WRC, on a rangé l'électrification. Et il va falloir se poser les bonnes questions aussi par rapport à la Formule 1, cette complexification, enfin je ne sais pas comment dire, mais un petit peu gratuite pour des lubies vraiment de gens qui sont dans des bureaux, qui veulent faire absolument une connexion avec le produit. Mais c'est Max Verstappen qui disait, mais on peut faire simple avec un moteur, un châssis, une boîte de vitesse, enfin, et on fait la course, et basta. Et c'est celui qui freine le plus tard ou qui a
de la bravoure qui peut dépasser. Là, pour l'instant, ça a disparu un petit peu. C'est drôle que tu dis ça. Pour tout vous dire, on se parle pas trop avec Stéphane avant le show. Parfois, ça se voit peut-être, mais on a pris ce parti. Et c'est marrant parce que j'ai écrit quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que tu viens de dire. Pour moi, j'ai un peu le sentiment là que la F1 est allée braconner sur les terres de la Formule E, du WEC. Qui avait été hybridé aussi avant la Formule 1. Et finalement, les amateurs de F1, je suis pas sûr qu'ils s'y retrouvent totalement, parce que l'ADN de la F1, c'est d'avoir des voitures qui sont hyper performantes, qui sont hyper difficiles à piloter, pour avoir au final le meilleur pilote qui sera Ce qui me gêne, sacré. c'est que là, on a fait un championnat où le pilote subit. Pour l'instant, alors qu'avant, oui. le pilote était la star. On nous vend ce championnat autour de ça. Je suis d'accord. Il y a peut-être un moment, Stéphane, où quand, justement, j'en reviens à ce que disait Laurent Mekies, quand les équipes auront vraiment compris le système et que ça va se resserrer, parce que là, le top 10 en qualif, il se tient en 2 secondes 7, alors que l'année dernière, c'était 1 seconde. Donc tout ça, ça va finir par se resserrer quand même un petit peu. Et là, à ce moment-là, le talent du pilote reviendra pour gérer les départs, pour gérer des phases où il va falloir réussir à anticiper le fait que si je dépense trop d'énergie pour dépasser, je vais me faire reprendre derrière. Tout ça, ça demande, comment je peux dire, de la mémoire vive disponible dans le cerveau du pilote. Pour l'instant, on ne peut pas exploiter parce qu'il y a trop de choses à faire en même temps, mais petit à petit, je suis persuadé que ça va revenir. Et ça va bouger un petit peu, parce que là, pour l'instant, pour résumer, effectivement, l'équation n'est pas équilibrée dans toutes ces histoires d'électrification. C'est vrai. Et la FIA regarde maintenant à des modifications assez rapides, et elle va mettre la Chine, les moteurs sous examen. Mais de toute façon, c'est elle qui fournit, la FIA, le boîtier central qui fait fonctionner tous les moteurs. Donc, elle a toutes les datas et elle va comprendre assez vite ce qu'il faut faire. Le but, c'est de récupérer plus facilement l'énergie. Le déploiement d'en déployer peut-être moins, de façon à ce que ce soit tout ça moins brutal. En fait, il faut lisser un petit peu. Oui. Et puis, il y a la grosse question du super clipping qui fait que tu perds en ligne droite 30-40 km/h, que celui qui arrive derrière, il est surpris quand Je même. pense que c'est surtout ça. Je pense que ça va être le premier chantier. Donc ça, c'est en Chine. Et donc, après la Chine, là, on va laisser le Grand Prix de Chine se faire, parce que Melbourne est un circuit, le circuit d'Albert Park, pas du tout représentatif en fait de ça. C'est pareil. C'est dommage, bon, c'est comme ça. Melbourne Park, Albert Park, pardon, c'était pas du tout un circuit représentatif de ce qui va se passer cette année. Donc on veut aller en Chine du côté de la Formule 1 pour voir, encore une fois, et s'il doit y avoir des changements écrétés, éventuellement, le super clipping, des choses comme ça, ça pourrait intervenir à partir du Suzuka, qui sera le 3e Grand Prix de la saison. Je trouve que au final, ils sont assez intelligents, c'est-à-dire qu'ils s'affolent pas, parce que le risque, c'était tout ils sont en train de bouleversé. casser le produit. Là, c'est clair et net. Là, Oui. c'est pour ça que je pense qu'il y en a qui sont en panique. Bon. Mais tu sais, je vais te dire un truc et on en terminera sur ce sujet. Justement, peut-être que là, on est parti un petit peu trop loin dans l'hybridation, parce que l'objectif, c'était de faire 50-50 entre le thermique et l'électrique. Je suis persuadé que ça va créer le mouvement inverse et que la F1 finira par comprendre d'ici quelques saisons que oui, il faut retourner à des Formule 1 100% thermiques. De toute façon, la Formule 1 a toujours fait progresser la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, parce qu'un progrès dans une F1, ça se traduit à 10 années après ou 15 années après dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et je suis intimement persuadé qu'on retournera à une F1 100% thermique. En attendant, on va s'intéresser à ce qui se passe avec cette F1 hybride. Et force est de constater qu'il y a des constructeurs qui sont quand même mieux préparés à ce chamboulement. Stéphane, on va parler de Mercedes, qui signe donc le doublé en ouverture de la saison, avec la victoire de George Russell devant Kimi Antonelli. Mercedes qui occupe désormais la tête, qui occupe déjà, la tête au classement des constructeurs. Et tu sais que c'est une première depuis 5 ans que Mercedes est en tête au classement des constructeurs. La dernière fois, c'était Abu Dhabi 2021. Abu Dhabi 2021. Ils avaient remporté le titre des constructeurs. Tu me parles d'Abu Dhabi. Petite remarque, l'année dernière, après le Grand Prix d'Australie, Mercedes était premier ex-aequo avec McLaren après le Grand Prix d'Australie. Et puis ensuite, McLaren s'était envolé. Alors, tu me parles de ça, effectivement, c'est un petit peu un
retour vers le futur pour Mercedes, parce que tu me parlais effectivement de 5 ans pour retrouver Mercedes en haut du championnat des constructeurs. Effectivement, ils ont un pilote qui est en tête aussi, numéro 1 mondial, pour la première fois depuis Hamilton au Grand Prix de Russie en 2021. Donc ça fait 5 ans encore. En fait, tu vois bien que la période vraiment 2022-2025 a été maudite. Ouais. Ça a été une éclipse de l'étoile. Ça, c'est clair à 3 branches. Et pour retrouver même un doublé en course et aux essais, précédé d'un course aux essais, il faut monter à Imola 2022. Donc il y a eu quelques éclaircies comme ça, mais c'est vrai que à Imola, 2021, pardon. Oui, c'est ça. Donc avant le cataclysme de Abu Dhabi 2021. Tout à fait. Donc ça remonte à quelques années. Et 132e victoire de Mercedes qui commençait à être un petit peu menacée par Red Bull. Mais là encore, c'est retour vers le futur. C'est le premier doublé signé par des pilotes du Junior Team. Ah oui, c'est vrai. Des pilotes qui ont été formés, mais de A à Z par Mercedes. Donc chapeau, c'est bien. Et puis Russell, qui ne s'est pas montré tout de suite le vendredi, mais qui a commencé à monter en gamme le samedi. Ouais. On passe un petit bonjour amical à Gwen Lagru. Oui. C'est vrai que ce point, ça a dû quand même lui faire plaisir. Ça doit être particulier d'avoir 2 pilotes que tu as couvés qui font un doublé pour ton équipe. Oui, parce qu'on le rappelle, Gwen Lagru, donc le talent scout, bras droit à la détection des jeunes talents de Toto Wolff. Ouais. Il est allé chercher George Russell au moment où il était coincé. Il allait partir en DTM, oublier complètement la filière monoplace. Et puis, c'est lui aussi qui a dit Kimi Antonelli, il a du talent, il faut miser dessus. Ouais. Donc, Mercedes qui clairement a été l'équipe qui a produit un moteur suffisamment puissant. On ne s'est pas encore trop aventuré à vous parler du taux de compression de ce moteur Mercedes, mais je crois qu'il faudra qu'on s'y intéresse un jour, Stéphane. Mais qui a surtout mieux anticipé la façon, justement, toute cette gestion de récupération et de déploiement de l'énergie sur un tour pour les qualifications, sur l'ensemble d'un Grand Prix aussi, parce que autant les Mercedes ont été un petit peu embêtés en début de course par les Ferrari, et essentiellement par Charles Leclerc, autant une fois qu'elles se sont retrouvées devant, il n'y avait pas photo. Elles étaient au-dessus dans l'air frais. Les Mercedes étaient au-dessus. On a parlé de l'air frais, mais pour moi, c'est pas ça. On y reviendra peut-être en traitant le sujet Ferrari. Le sentiment moi que j'avais, c'est que Russell se disait dans ce début de course, d'abord il était surpris par l'agressivité de Leclerc, la rapidité de la Ferrari, tout simplement, parce que Leclerc n'a pas fait de choses non plus borderline. Hein. Mais simplement... Un petit tassement, d'ailleurs, il a fait tout de suite. Oh, monsieur Oui, bien sûr. Ça y est, on l'a reconnu tel qu'il est. Mais il était en position, on dit, bon, pas de panique, de toute façon, j'ai la meilleure voiture. Sur la distance d'un Grand Prix, il faut passer 2 types de pneus, etc. On va voir à la fin ce qui se passe exactement. Et il ne voulait pas gâcher, faire n'importe quoi. Et il était un peu en position d'attente. Il y a un moment, quand il y a eu, après les 2 échanges de position, il s'est calé derrière Leclerc. On sentait qu'Hamilton pouvait attaquer, ça n'est jamais arrivé. Et il a attendu après ce déroulement, le coup de stratégie lumineux. En tous les cas, ils ont eu un instinct, quelque chose qui les a placés ensuite en tête. Et là, c'était terminé. Mais le petit point noir, quand même, c'est le départ. 6 positions perdues entre Russell et Antonelli sur la phase de démarrage. Russell avait prévenu que là, c'était les pires démarrages de sa vie qu'il avait fait en test. Ça s'est vu. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on corrige très très vite. Et après, quand même, je trouve que globalement, ça s'est très bien passé. On sent un Russell qui est très serein. Je trouve. Tu vois, quand tu disais que finalement il a essayé 1 fois, 2 fois de dépasser Charles Leclerc pour prendre la première place, et effectivement, quand il a vu que ça passait pas, à un moment il a compris qu'il fallait attendre un petit peu. Ça m'a fait un petit peu penser à une déclaration de Piastri. Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, il avait dit à un moment, quand il était en début de course, je sais plus quel Grand Prix, je me demande si c'est pas Zandvoort, il est derrière Verstappen, et il dit, de toute façon, je savais que c'était pas la question, c'était pas de savoir quand est-ce que, si j'allais le dépasser, mais à quel moment. Et je sentais
Verstappen un petit peu dans cet état d'esprit par rapport à Charles Leclerc. On voit aussi finalement deux personnalités très très différentes en ce moment dans cette équipe Mercedes. Un Russell qui semble assez serein, et puis alors un Antonelli, il va falloir le canaliser parce qu'alors le môme a un talent mais monstrueux. Oui. Alors par contre, bon, il est sorti en FP3. Il a une façon de jeter sa voiture. Enfin, c'est vraiment du pilotage. Quand on dit voilà, il n'y a plus la place au pilote, quand vous regardez quand même des garçons comme ça, waouh, il y a un talent fou derrière. Alors, dans nos préconisations de début saison, toi, tu nous as dit Russell sera champion du monde. Moi, je joue un peu les outsiders et je te dis, je pense que Antonelli finira par le dépasser. Ça va être chaud parce que il y a 3 dixièmes d'écart pour l'instant. Pour l'instant, à peu près. Ouais, mais c'est le pour l'instant qui veut dire beaucoup. Bon, après, on a vu qu'une saison, c'est long. Ce qui est assez étonnant, Stéphane, dans cette histoire, c'est que, ok, Mercedes a fait un récital, et alors il fallait voir les images avec Toto Wolff après la qualif, la banane, sur le muret des stands, et ce sourire, là, c'était quand même magnifique. Après le Grand Prix, il touchait plus terre. Alors, c'est pas le genre à tomber dans l'euphorie, mais il sait qu'ils ont mis à travail. Voilà, ils ont passé des heures quand même terribles ces dernières années, là, quand on reparlait de ces 5 ans d'éclipse pour Mercedes, où on a même eu le sentiment que Toto Wolff avait pris 10 ans en l'espace d'une ou deux saisons. Bon, là, on retrouve Toto Wolff avec sa stature, j'ai trouvé. Je me corrige juste sur le dernier doublé aux essais et en qualif, c'était Imola 2020. Je referme la parenthèse. Ah, 2020, ouais, donc encore plus loin. Oui, d'accord, tout à fait. okay. Donc ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans. Les années Covid. C'est vraiment la taille de... En fait, et je trouve que ça aussi, c'est assez rafraîchissant, Stéphane. Finalement, j'avais pas prévu de le dire, mais on fait une petite digression. Au final, quand tu vois Mercedes, le truc de guerre que c'est, le groupe industriel de fou que c'est, on a fait une modification du règlement en 2022. Mercedes est arrivé avec un concept qui était couillu. Allez, je lâche le mot. Couillu quand t'es Mercedes et que t'as fait la loi depuis des années, il faut quand même avoir le courage de dire je fais un truc qui sort complètement des schémas. Alors que peut-être que le bon sens aurait été de faire du classique. On est les meilleurs, on fait du classique, et puis c'est aux autres, en essayant de nous dépasser, de prendre des risques. Eux, ils avaient pris le risque, et finalement, ils s'en sont jamais remis. Malgré la puissance industrielle de ce groupe, malgré l'argent, ils n'ont jamais réussi à rattraper leur retard. Preuve que c'est pas que l'argent qui fait le classement en Formule 1. Je trouve que c'est aussi un point positif. Alors là, on se retrouve avec une équipe Mercedes qui a retrouvé de sa superbe. Et moi, ce qui m'a le plus épaté, c'est de voir que les autres équipes propulsées par des moteurs Mercedes sont vraiment pas du tout dans ce cas-là. On y reviendra parce que finalement, l'adversaire le plus proche de Mercedes pendant ce week-end en Australie, ça a été les Ferrari. On le pressentait en se disant, avec Ferrari, ils sont toujours capables de nous sortir un truc et de se retrouver 14e et 15e sur la grille. Et non, on l'a vu, c'est Leclerc qui a mené en début de course avec un départ. C'est clair que les départs des Ferrari, c'est quand même quelque chose. Ça part. Ça fait catapulte, Ah oui, clairement. Donc Leclerc qui a mené. Hamilton qui est revenu à un moment et on s'est dit hop, il va réussir à faire un tout d'entourloupe à George Russell. Bon, finalement, ça n'a jamais été fait. Pour la 20e saison consécutive, messieurs, dames, Lewis Hamilton a mené un Grand Prix en Formule 1. 20 saisons consécutives. Voilà. Elle termine 3e et 4e, c'est Ferrari. Ce qui a fait la différence, on va en parler. D'abord, le fait de ne pas rentrer dans les stands pour changer de pneus au moment de l'intervention de la voiture de sécurité. Et puis dans un deuxième temps, Leclerc, il n'a jamais trouvé de rythme avec les pneus durs sur la deuxième partie du Grand Prix. Il ne s'est jamais rapproché en fait des Mercedes. Alors que Hamilton m'a semblé quand même avoir trouvé un petit peu plus de rythme avec ses pneus. C'est parce que Leclerc gérait, il était un petit peu plafonné. Mais effectivement, je reviens juste sur le rythme sur un tour déjà. Parce que dans tout ça, globalement, je disais, ils n'ont pas une voiture du samedi. Ils ont une voiture du dimanche. Oui, là, on se posait la question. Et Ferrari est passé de l'un à l'autre, d'année en année, en se disant, si on est bien qualifié, on démarrera bien les courses. Et c'est ça qui conditionne le résultat final. Ils faisaient une voiture
pour un tour le samedi, un petit peu pour flamber, et après ça devenait plus compliqué, spécialement quand il fallait passer 2 types différents de pneumatiques. Bon, bref. On a fait l'inverse. Et là, on a fait l'inverse, et je me suis quand même dit que la voiture, elle était bien en pneu médium, elle n'était pas très bien en pneu dur. Ouais. Et c'est ça qui a pêché, vraiment. Quand tous les arrêts au stand sont effectués, Russell est en tête, devant Antonelli. Leclerc est à 7 secondes, 8, 9, chose comme ça. C'est 9. Ouais. Et en fait, il ne revient pas, il garde 1 ou 2 dixièmes sur les 2 premiers tours, et après, il commence à s'écrouler. Et puis, Hamilton, derrière, reprend un petit peu de rythme, et on a l'impression qu'il se rapproche un petit peu, et là, je me dis, ça y est, c'est reparti. La Ferrari ne tolère qu'un seul type de pneus, les pneus les plus tendres, et dès qu'il faut passer les pneus durs, ça devient plus compliqué, et c'est là où c'est le nerf de la guerre. Et aux essais, quand même, j'ai trouvé que Hamilton n'était pas très fair-play parce qu'il met tout de suite en accusation le moteur Mercedes. Il nous remet sur le tapis, sans vouloir le dire, le taux de compression. Je pense qu'il est plus énervé de s'être fait mettre quasiment 1 seconde et de s'être incliné devant Charles Leclerc. Une fois de plus, l'an dernier, le duel avait tourné à l'avantage largement de Leclerc, 19-5. Et là, on recommence. Leclerc est devant. Attends, on a fait une qualif. Attends. Oui, mais il y a encore 2 dixièmes. 2 dixièmes, c'est beaucoup quand même. Et sur le rythme de la qualif, Hamilton, le samedi matin, donc en essai libre 3, il est à 6 dixièmes. Il réduit à 3 dixièmes en Q1. Puis après, on retombe un petit peu là-dedans. Leclerc est à 4 dixièmes en Q2. Et puis là, c'est la grosse sanction. En Q3, 8 dixièmes et presque 1 seconde pour Hamilton. Et les Ferrari étaient à leur place. Quand il avait fallu faire un tour rapide à Sakir, ils avaient mis 8 dixièmes à tout le monde, peu d'essence, voiture en configuration qualif, etc. L'électronique bien configurée, la récupération d'énergie, ils étaient dans une forme optimale. Et je pense qu'ils étaient dans une forme optimale aussi sur un tour. Après, ils ont bien profité de leur démarrage. Ils ont maximisé tout ça, mais ça a été une autre histoire quand il a fallu montrer les qualités routières de la voiture avec un type de pneu. Ouais, ça c'est clair. Pour en revenir à l'écart en qualif, Stéphane, toi tu le sais pas encore, mais quand tu prends un petit peu d'âge, les changements ils sont un peu plus longs à intégrer. Tout à fait. Même donc laisse quelques temps à Lewis Hamilton. Toi tu verras. Toi tu as 20 ans, mais tu verras quand on aura 30. C'est la seule écurie pourtant Ferrari qui est passée de Q1 en Q2 en pneus médium. Alors que tout le monde passait pneus durs. Non, là ils sont bien quand même. Ouais. Et puis peut-être que il y avait une adéquation particulière entre la Ferrari et les pneus médiums ce week-end-là sur un tour et sur la distance d'un relais complet. Mais après, ça a été moins facile. Mais si tu remarques, Stéphane, on n'a absolument pas parlé de pneus pendant ce Grand Prix. C'est un peu les grands absents de ce Grand Prix d'Australie. On l'a dit parce que pour l'instant, le nerf de la guerre, c'est de savoir comment on récupère au mieux l'énergie et comment on la restitue de manière la plus efficace. Globalement, est-ce que tu considères que c'est le premier fail en termes de stratégie de la part de Ferrari ? Ils pouvaient rentrer tout de suite. Alors, je note quand même, ça c'est génial. On se pose la question, est-ce qu'il faut rentrer, il faut pas rentrer ? C'est tôt. Et oui, effectivement. Et tu sais que si tu rentres, en fait, peut-être que tu te condamnes à faire 2 arrêts. Ça dépend après les pneus que tu prends. Hein. Norris a fait 2 arrêts. Verstappen a fait 2 arrêts. Donc, c'était possible aussi. Et en fait, c'est quand Ferrari voit rentrer, en terminant derrière. Voit rentrer les Mercedes qui disent, Hamilton appelle en disant mais on ne pouvait pas splitter. Mais en fait, ils réagissent par rapport à la stratégie de Mercedes. Ils n'ont pas leur propre stratégie à eux chez Ferrari. Et effectivement, il fallait partager les stratégies. En fait, j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question et je ne voudrais pas passer pour un ingénieur du lundi, comme disait Enzo Ferrari des journalistes, parce que en fait, c'est très difficile de savoir. Déjà, il restait plus qu'un train de pneus neufs pour les Ferrari. Donc, tu as quand même cet élément dans l'équation. Après, je suis d'accord que naturellement, tu te dis, il vaut mieux splitter, faire rentrer une voiture et laisser l'autre sur le plan A. Ouais. Si en plus, tu as un des 2 pilotes qui demande à rentrer, comme c'était le cas d'Hamilton, j'ai envie de dire, là, tu as presque... Non, mais il se plaint parce qu'il est frustré, c'est tout. Mais tu as presque beau jeu de dire à Hamilton, si tu veux rentrer, vas-y, rentre. Ouais. Et comme ça, tu joues les 2 options. Pour moi, j'ai pas été totalement sidéré par le fait qu'on ne rentrait pas. On se tenait. C'est le premier Grand Prix. Le règlement a complètement été bouleversé. Pour moi, c'était pas dingue de rester.
on est très très tôt dans le Grand Prix hein, quand il y a l'intervention de la voiture de sécurité. Donc je ne crois pas que c'était une faute stratégique. On a peut-être voulu aussi rester sur le schéma qu'on avait en se disant attendez, on part pas dans tous les sens. C'est, tu vois, Ferrari un peu tout feu tout flamme, on part dans tous les sens, rentre au stand, stay out. Voilà. Bon, là on s'est dit non, on tient notre truc. C'est presque de l'antithèse chez Ferrari. Ils sont battus par deux choses, je pense. Je te coupe, Gilles, excuse-moi. Ils sont battus par deux choses. On a dit que Russell, en fait, il s'affole pas. Quand il a compris que Leclerc, il est chaud patate en début de course, il se cale derrière. Hamilton n'arrive pas à l'attaquer. Ça veut vraiment dire qu'il est à sa place, qu'il attend. Pour moi, c'est ça. Et en fin de course, les Mercedes étaient en mode gestion. Mais vraiment, vraiment. Ouais, et on le verra sur d'autres Grands Prix. Ils ont une marge, mais folle. Et ce qui fait que Russell, il a économisé ses pneus. Et s'est pas affolé. Et on a vu aussi que dans le soin qu'il a apporté aux pneumatiques, il avait un long relais à faire en pneus durs. Et c'est pareil, il était dans le même état d'esprit. Et il a réussi à faire tenir sauf que 58 tours, moins 11 ou 12 ou 13. Sauf que l'idée de Ferrari, c'était peut-être aussi de se dire, vu qu'on va avoir des pneus sur le deuxième train qui seront plus frais, sur la fin de course, on pourra se rapprocher. Ça ne s'est jamais produit parce que la Ferrari n'avait pas de rythme sur les pneus durs. Et c'est ça pour moi le vrai problème. La deuxième chose, pour moi, c'est peut-être un péché un petit peu d'orgueil, c'est que dans leur histoire, ils ne voulaient pas splitter parce qu'ils étaient dans l'esprit vraiment de faire un gros coup. Ils partent, ils sont en tête, ils se sentent très très forts et là ils disent on va aller jusqu'au bout. Et l'objectif c'est de doubler. Et on va rester en piste sur ce premier parce que c'est trop tôt et Vasseur l'a dit. L'objectif, l'optimal, c'était d'aller le plus loin possible et d'attendre une deuxième voiture de sécurité. Elle est arrivée, la sécurité virtuelle. Mais ils n'en ont pas profité. Et non, parce qu'elle ne s'était pas ouverte au moment où elles sont passées. Après, là, pour le coup, il y en a d'autres qui sont rentrés. Bon. Stéphane, je peux te poser une question. C'était pas prévu dans le déroulement. On a justement eu ce cas de figure où c'est lorsque l'Audi s'arrête, me semble-t-il, qu'on a la deuxième intervention de la voiture de sécurité. La deuxième, je parle de la deuxième, tout à fait. Il y a un moment, il a fermé. Et à ce moment-là, la voie des stands est fermée quand les Ferrari passent devant l'entrée des stands. Ma question, Stéphane, est-ce que d'après toi, la direction de course doit s'organiser pour que toutes les voitures aient la possibilité ou pas de rentrer, ou est-ce qu'on se dit non. La voiture de sécurité, c'est un élément comme son nom l'indique de sécurité. Quand on en a besoin, on appuie. Quand on n'en a plus besoin, on relâche, quel que soit le déroulement de la course. On sait très bien que quand il y a une partie du circuit, un secteur qui est neutralisé, il y a une vitesse limite à ne pas dépasser, eh bien, ça profite aux gens qui sont juste derrière et qui vont peut-être avoir la levée du drapeau jaune. Juste quand ils vont arriver dans ce secteur. Et puis il y en a d'autres qui commencent, le secteur est neutralisé, quand ils commencent à l'attaquer, ils perdent un temps fou. Là vraiment c'est de l'aléatoire, c'est de la course. Et d'ailleurs, Vasseur l'a reconnu, mais il a surtout dit qu'il a été surpris par la durée de vie des pneumatiques. Il a dit mais les pneus ils pouvaient faire 300 tours. Et je pense même que chez Mercedes, on a été surpris de ça. Oui, d'accord. Mais n'empêche que tu splittais, tu gardais une chance de victoire. Mais dans tout ça, ce que je retiens, ce qui est un petit peu étrange, c'est la déclaration de Norris. Il a dit, pour moi, c'est la Ferrari qui a la meilleure voiture. Peut-être qu'il a vu des choses qu'on n'a pas vues. Et il dit, clairement, ils ont une vitesse incroyable en virage. On verra, hein. Mais voilà, c'est ça. Alors écoute, tout. on en reparlera de Lando Norris. Et puis pour finir sur Ferrari, mauvaise nouvelle, ils n'ont pas un titre de champion non plus parce que Felipe Massa n'aura qu'une compensation financière, c'était décidé comme ça, 250 000 livres sterling, décidé par la haute cour de justice britannique, à régler par M. Ecclestone et par la FOM. Globalement, le Brésilien qui aurait pu être champion du monde en 2008 avait subi le contre-coup de l'affaire du Crashgate à Singapour. Il avait dit qu'il avait été la principale victime dans tout ça et que le résultat du Grand Prix aurait dû être annulé, ce qui lui aurait donné le titre. Et que à cette époque-là, il avait des indices très clairement qui montrait que les gens étaient au courant et que le Grand Prix aurait été annulé. Voilà. Donc Lewis Hamilton, bonne nouvelle pour lui, garde son titre de champion du monde 2008. Point barre. T'imagines si oui, bien sûr. Il arrive, dit, pour les premiers pilotes arrivés chez Ferrari pour perdre un titre de champion du monde. Alors là, franchement, ça aurait été un exploit. Quoi. Ouais, parce que ça fait longtemps qu'un pilote n'a pas été champion du monde. Déjà, chez mais Ferrari, s'il arrive pour en perdre si en plus on tend dans les 20, alors là, ça va être la catastrophe.
Allez, trêve de plaisanterie, on passe à Red Bull après ce Grand Prix. Bon, on savait que ce nouveau règlement était pas trop du goût de Max Verstappen. Pas certain que ce premier Grand Prix l'ait fait changer d'avis. On rappelle le classement des pilotes Red Bull. Max Verstappen qui termine 6e. Abandon pour Isaac Hadjar. D'abord, dans le détail, Max Verstappen obligé de partir de la 20e place sur la grille parce qu'il y a clairement un problème, un bug sur la voiture en Q1 qui bloque les roues arrière. Il sort de la piste, peut pas faire de chrono, par 20e, remonte jusqu'à la 6e place. Casse mécanique pour Isaac Hadjar qui était à ce moment-là plutôt bien placé. Et c'est d'autant plus dommage pour Isaac Hadjar qu'il était le Français qui a réussi son meilleur début chez Red Bull en qualification. Je vais reprendre ma phrase parce qu'elle est mal embarquée, j'ai un peu patiné là. En fait, c'est le premier pilote pour ses débuts chez Red Bull à être qualifié en Q3, le premier depuis Max Verstappen en 2016. Tous les autres, première qualif, qui avaient battu Ricciardo. En Espagne. Oui. Ça doit être ça. Ouais. Et donc, tout à fait. Donc c'était plutôt un bon point. Moi, malheureusement, casse mécanique. Ouais, je considère qu'il n'a pas battu Verstappen, qui a subi un incident technique. Il est mieux qualifié, c'est factuel. C'est pas ce que j'ai dit. Mais après, on lui comptera pas, par exemple, dans les duels qu'on a, je pense, un point pour avoir battu. Voilà. C'est pas du niveau de Häkkinen qui arrive chez McLaren en fin de saison en 93 chez McLaren et qui tape Senna directement à History. Alors là, c'est tremblement de terre, tu vois. Et à la régulière, ça c'est fantastique. Mais il est là, c'est juste génial. Il est à 7 dixièmes, ce qui veut dire que sur les 3 dixièmes à retrancher pour Verstappen est à peu près à 4 dixièmes de la pole position le samedi, s'il était allé jusqu'au bout. Ça veut dire que ça place quand même la Red Bull dans une position intéressante. Je suis impatient de voir les Red Bull sur un circuit comme la Chine parce que faut quand même rappeler le coup de force extraordinaire de Red Bull. Et je pense que si toi tu as vu le Grand Prix avec les gens de chez Ford, je pense que tu as des éléments à nous livrer, mais Red Bull a fabriqué un moteur. Oui, bien sûr. Après, je veux dire, quand tu vois la complexité que c'est pour les motoristes. C'est sur l'hybridation, c'est sur tout ce déploiement d'énergie, cette gestion que Ford a apporté un soutien et qui sera peut-être grandissant. On ne sait pas ce qu'il en est pour l'instant. On l'a perçu, nous, comme un sponsoring commercial d'abord, et puis après, ça s'est muté en sponsoring technique, parce qu'il faut que les équipes techniques ensuite échangent, et qu'après, c'est de la recherche fondamentale. Et qu'est-ce que vous faites sur l'électrification chez Ford, et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Donc, Red Bull, ils sont certainement de moteurs. Puissance de calcul monstrueux. Exactement. Et là, on peut imaginer que dans toutes les équipes et chez les gros constructeurs, c'est un partenariat qui va monter en puissance. Ça turbine là pour essayer d'anticiper le Grand Prix le week-end prochain. Mais moi, ce que j'ai un petit peu retenu, c'est que Verstappen, il termine à pas loin d'un tour, quand même, derrière Norris, qui n'a jamais pu attaquer, et il a été obligé de faire 2 arrêts au stand. Il a dit, j'avais pas le choix, parce que j'avais du grainage. Ça veut dire que c'est la première fois, quand même, depuis longtemps, où ils ont à la fois des problèmes de châssis, parce que c'est le châssis, en fait, qui consomme plus les pneus, et puis de moteur. Ce fameux incident en Q1 pour Verstappen, déploiement d'énergie, et puis cette casse, carrément, qu'on impute a priori au moteur pour Hadjar en course. Au moment où on enregistre, on ne sait pas exactement quelle est la pièce. On avait quand tu vois une grosse fumée quand même, c'est que bon. Et ça ressemblait pas à l'hydraulique non plus. Ça peut être quand même beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Mais non, Verstappen a reconnu et il a dit, bon, en fait, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'inquiéter d'être aussi loin de Mercedes? Ben non, ça servira à quoi? À rien. Non, il faut bosser pour rattraper petit à petit le retard. Donc, il est tout à fait conscient que la voiture est à pratiquement 1 seconde dans la Mercedes, qui est un monde, mais peut-être pas autant à l'ère du règlement 2026, où il y a des marges de manœuvre absolument énormes sur la première moitié de championnat. Fred Vasseur aussi l'a dit chez Ferrari, c'est celui qui arrivera à développer le plus vite à partir d'une base saine. Et si tu as une idée précise de ce que tu veux faire, si tu as des plans de développement qui sont déjà établis et que tu peux les actionner, eh ben c'est parti. Et il y en a qui vont gagner beaucoup de temps. Et c'est ce que Vasseur avait dit, on a nos plans, on sait comment faire. Et si la base correspond à ce qu'on imagine, eh bien, on sort de nos cartons, nos nouveautés et on y va. Et d'ailleurs, ça sera le cas pour... Le cas en Chine, on en reparlera. Pour les longs, tout à fait.
Moi, ça me semble en partie logique finalement que Red Bull soit quand même un petit peu en difficulté. On a parlé du colosse qu'est Mercedes. Ferrari, c'est pareil, c'est un groupe industriel qui est absolument colossal. Quand il s'agit d'anticiper, de faire tourner des ordinateurs pour imaginer des solutions, ça se chiffre par dizaines de milliers, par centaines, par millions de scénarios possibles. Ah oui, bien sûr. Donc, moi, je peux comprendre que Red Bull ait un temps d'allumage un tout petit peu plus long que ses rivaux. Je suis pas inquiet, honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu. Non, mais comme par hasard, quand même, Verstappen a confirmé sa participation aux 24 heures du Nürburgring. Il a parlé, là, ces derniers jours, de tout ce qui pouvait l'intéresser en dehors de la Formule 1. Il est en train de se faire un peu un plan break Alonso. Tout à fait. On a exactement eu le même sentiment. Voilà, tout à fait. On sait pas. Ça commence à m'agacer un peu. Il faut que j'aille voir ailleurs. Il manque plus qu'Indianapolis et il nous refait la même. Non, mais alors là, c'est sûr, c'est officiel. Il ira faire les 24 heures. Le 17 mai. Les 24 en heures GT, du sur Nürburgring. Mercedes AMG. Oh. Ouais. Donc il a eu le go quand même de. Oui. Il peut pas y aller avec une Ford Escort. Non, mais c'est quasiment en fait une voiture préparée par l'usine AMG. C'est clair. T'imagines. Il y a le gros dispositif derrière avec Jules Gounon, donc le français. Oui. Avec Lucas Sauer et Daniel Giuncadella. Donc c'est quand même une belle brochette. Jules Gounon, ça serait bien sur la liste des invités des fous du volant, pilote Alpine en plus, donc en endurance, donc on pourrait parler avec Jules. Si tu nous entends, envoie un petit message, on va t'envoyer un faire-part. Bon, tout ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est ce qu'il a toujours fait, de toute façon, mais là, encore plus qu'avant. Et j'ai envie de dire officiellement. Ouais, tout à fait. Et ça se comprend. À un moment, il faut aussi lui donner un os à ronger, faire autre chose. Puis là, c'est zéro plaisir. Enfin, il a redit encore qu'il s'ennuyait. Enfin, c'est pas qu'il s'ennuie, c'est qu'il trouve que c'est complètement. On s'éloigne du pilotage. Contre nature. Alors, je le maintiens. Je sais que dans les commentaires, on me l'a reproché. C'est dans un premier temps où vraiment là on est technique. Il y a un moment où quand ça va être cerné par les ingénieurs et par les logiciels qui doivent gérer ça, le pilote va reprendre l'importance parce qu'à la fin c'est lui qui doit gérer tous les éléments et qui doit ensuite faire avec ce qui lui reste de son esprit pour piloter. Et dans ce domaine-là, on sait que Max Verstappen, c'est pas nous qui le disons, c'est les pilotes eux-mêmes qui le disent. En ce moment, c'est le meilleur. Donc, ça reviendra. Là, il faut juste s'adapter pendant quelques Grands Prix. En revanche, donc oui, Red Bull qui termine devant la seule Red Bull à l'arrivée qui termine devant la seule McLaren qui a... Derrière. Ouais, derrière. Est-ce que pour toi, ça te dit quand même la hiérarchie ? On va dire un mot de McLaren aussi. Red Bull, pour toi, est derrière McLaren en ce moment ? Non, ils sont devant. Clairement, par rapport, je te dis, si... Verstappen part troisième sur la grille à la place d'Adjar parce qu'il est un petit peu plus rapide. Il s'ouvre une course complètement différente. C'est pas le même scénario et il termine certainement cinquième. Alors on est d'accord derrière les deux Mercedes, derrière les deux Ferrari, mais il est un petit peu mieux qu'il était là. Il a subi, il a même pas attaqué, il a même pas esquissé quelque chose derrière Norris. C'était inquiétant. Et ce qui est surprenant, oui, c'est de voir McLaren à ce niveau-là. Et Norris a dit qu'il y a du travail dans tous les domaines. Et il y a eu des petits coups de griffe quand même adressés à Toto Wolff, parce qu'ils n'ont pas spécialement apprécié en fait les petites cachotteries, c'est vrai, de l'hiver. Globalement, en fait, McLaren avait ce qu'on imaginait être une gestion électronique du déploiement de l'énergie pendant les tests, qui était pas un mode dégradé, mais qui était quand même différente de ce qu'ils ont eu à Melbourne, parce que la FIA impose en fait, à tous les fabricants motoristes de fournir les mêmes prestations techniques, logicielles, etc. aux clients, à tous les clients. Donc Mercedes a 3 clients, Alpine, McLaren et Williams, et ils doivent leur fournir. Mais ça ne vaut pas pour les tests de pré-saison. Et c'est ce qui est arrivé. Et on a connu Toto Wolff plus fair-play, forcément. Oui. Mais là, il a joué un petit peu les cachotiers et McLaren a dit, en fait, c'est pas ce qu'on avait eu pendant les tests à Montmelo et à Bahreïn. Et là, on se rend compte qu'on a pris du retard. Voilà, exactement. Andrea Stella a été quand même, s'est dit surpris de l'écart de déploiement d'énergie entre la Mercedes et la McLaren, qui utilise le même moteur que la Mercedes. Donc, on n'a peut-être pas donné toutes les clés non plus d'utilisation. Mais à dessein, moi, je vais t'expliquer pourquoi.
très clairement. Je vais te dire pourquoi, parce qu'ils se sont fait taper l'année dernière par McLaren et que ça fait désordre chez Mercedes. Non, alors c'est pas que ça fait désordre, c'est le jeu. C'est le jeu. Non. Mais simplement. Chez Mercedes, on n'a pas du tout aimé. Oui, mais alors en ce moment-là, tu fais pas un moteur et tu le donnes à tout le monde. Tu dis, on le garde pour nous. C'est possible. Ouais. Sauf que ils alimentent 4 équipes en tout sur les 10 l'année dernière. C'est 40% du plateau. Là, c'est un petit peu moins parce que Cadillac est arrivé avec un Ferrari. Bon, mais globalement, c'est Mercedes fait tourner la Formule 1. Et il y a un moment où quand tu fais signer à ton board des budgets colossaux, tu dois rendre compte à ce board. Alors, il y a 8 ans de succès absolument phénoménaux. Et puis, il y a la période 2022-2025 où ils se font dépasser par McLaren. Et ça, c'est dur à vivre. Et tu peux pas continuer longtemps en Formule 1 en allant voir le Big Boss, même si c'est un ancien ingénieur motoriste de chez McLaren, des grandes années aussi McLaren-Mercedes, qui aime la compétition. Il y a un moment, une question qui se pose en disant, mais en fait, on donne notre moteur pour se faire battre par d'autres qui ont ce moteur-là, on passe pour des imbéciles. Et ça, c'était pas possible. Et je pense que Toto Wolff, il voulait frapper un grand coup sur le premier Grand Prix en disant, on va leur faire ça, ils vont pas tout comprendre de la gestion du déploiement d'énergie, récupération, etc. Et puis après, ça rentrera dans l'ordre parce qu'ils vont apprendre, mais ils ont un petit temps de retard parce qu'il faut absolument gagner le premier Grand Prix. Après, si McLaren gagne le deuxième ou le troisième Grand Prix, on ne sait pas. Ils iront peut-être en Chine ou au Japon, on verra, mais ça sera moins grave. Là, ils ont posé les choses avec doublé en qualif, doublé en course. Donc, ça soulage quand même un petit peu. Et moi, je comprends aussi cet aspect-là des choses, quoi. C'est que il y a un moment, tu dois dire que tu es Mercedes et tu dois dire pourquoi tu es là et tu dois dire que tu es le boss, quoi. Exactement, que tu es meilleur que les autres. Bon, s'il y a une équipe, en tout cas, qui nous a montré ces dernières saisons qu'elle était capable de corriger le tir efficacement, rapidement, et donc pour devenir double championne du monde des constructeurs, c'est bien McLaren. Mais là, clairement, il en a manqué. Bon, il a manqué aussi une voiture, avec Piastri qui est allé s'encastrer dans le mur, dans le tour d'installation pour son Grand Prix national. Ça fait quand même désordre, mais bon, il y a quand même des choses. Piastri en qualif était quand même à 8 dixièmes de George Russell. Norris qui est à 50 secondes de ce même Russell à l'arrivée. Il se dit qu'il y a quand même en aéro sur les courbes à moyenne vitesse des difficultés. Donc à travailler du côté de chez McLaren. Puisqu'on parle d'une équipe cliente, Mercedes, un mot peut-être sur Alpine, qui apparemment, d'après le patron, Steve Nielsen, serait victime d'un problème d'aérodynamique. Et l'aileron avant, apparemment, n'est pas très très bien réussi. On sait tous que l'aileron avant de l'Alpine, il est fait à Viry-Châtillon. Bah oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Encore Viry, tu te rends compte? Encore Viry. C'est la faute de Viry. Bon, vous avez compris, on fait du deuxième degré. Oui. Voilà. Malheureusement, mais voilà, donc le moteur Mercedes, le meilleur moteur du plateau. On allait voir ce qu'on allait voir. L'année dernière, année complètement sacrifiée. De rendez-vous en 2026. Et là, Pierre Gasly a dit, je suis très déçu, on est tous très déçus. Et il a fait le Grand Prix, le couteau entre les dents pour aller chercher le point de la 10e place. Fait, mais quand on disait qu'il allait falloir que Pierre montre des choses parce que la voiture, l'équipe, on le sent pas trop. En fait, je pense qu'on verra au fur et à mesure de la saison que ce qu'il a fait là sur le premier Grand Prix en Australie, c'est pas loin d'un exploit. Oui, bien sûr. Et il en a fait d'autres, même quand il n'était pas dans les points, des 12e, 13e places, tu disais, mais il est là quand même, quoi. Et c'est toujours la même histoire. Tu dois te poser la question, si tu veux être champion du monde, est-ce que tu fais ton propre moteur? Tu fais tout. Et là, c'est quand même toujours intéressant de pouvoir anticiper tes besoins et accorder ton moteur avec ton châssis sans droit de regard de personne. Ou alors tu peux commercialiser aussi ce moteur, mais tu le fais comme ça t'arrange. Ou alors sans mauvaise Mercedes. Surprise. Tout à fait. Et Mercedes qui dit, mais nous, c'est ce qui nous arrange et c'est ce qu'on vous donne. Et là, tu peux pas vraiment être champion du monde, à part si tu t'appelles Braun. En 2009, mais Mercedes n'était pas revenu à la compétition, mais ils avaient un moteur client par rapport à McLaren, vous avez fait quand même mieux en termes de châssis, donc c'est quand même rare de battre un moteur d'usine
dédié à une autre équipe. On a le contre-exemple avec McLaren. Voilà, et l'année dernière aussi, où McLaren était quand même parvenu à faire un châssis et à battre le châssis d'usine. Donc c'est arrivé réellement qu'une fois dans l'histoire de la Formule 1. Donc en fait, Alpine prétend refaire l'histoire de McLaren c'était l'exception en 75 ans d'histoire de la Formule 1. Bon. On n'y croit pas trop. Alors tiens, puisque tu parles d'une association entre un constructeur et un motoriste et éventuellement d'avoir des mauvaises surprises quand tu mets les deux ensemble, vous me voyez venir? On va parler d'Aston Martin, Stéphane. Alors on craignait vraiment le pire. Aston Martin qui avait même à un moment envisagé de ne pas aller en Australie pour le Grand Prix d'ouverture. Finalement, ils y étaient. Ça a été compliqué. Tu nous expliques un peu comment tu as suivi ce week-end? On a vu des signes avant-coureurs, évidemment. Les pilotes avaient joué la transparence, pas encore l'équipe technique, mais on nous expliquait que ça allait être difficile, que la réglementation moteur était difficile. Alors, ils avaient quand même un Honda, donc on comprenait pas trop. Et puis on a eu vent de ces histoires de vibrations assez vite. Et ça a commencé à se diffuser dans le paddock et les pilotes, le management, ces gens-là, tout le monde a joué la transparence en disant oui, on a des problèmes, on a des vibrations. Alors moi je suis allé voir qu'est-ce qu'il en est réellement, comment est-ce que l'équipe communique, est-ce qu'on peut avoir des détails sur les problèmes du Honda. Donc je suis allé voir sur le site officiel, la page officielle d'Aston Martin Formule 1 et j'ai trouvé ça. Okay. Voilà, sorry, nous avons un problème. Okay. Aston, nous avons un problème. Écoute Stéphane, techniquement, j'ai envie de te dire, pour lire quand même pas mal de communiqués de presse de toutes les équipes, c'est celui qui me semble le plus proche de la réalité. Tout à fait. Il y a aucune erreur. Oui, et il est concis, il est efficace, et je trouve que c'est dans l'esprit de la Formule 1, tout à fait. Et après, devant les caméras, Fernando Alonso et Lance Stroll ont apporté des détails sur vraiment les problèmes qui touchaient à leur intégrité en tant que pilote. Ouais. Et puis, Adrian Newey, qui est boss de l'équipe, c'est-à-dire directeur d'équipe, et qui est directeur technique, c'est lui qui a fait le châssis, a exposé aussi les difficultés avec le moteur Honda. On les écoute ? Vibrations are, critical for the driver. If we were fighting for the victory, I tell you, I will drive 3 or 4 hours with no issues. But at the moment, those vibrations are breaking the car as well. I guess just like electrocute yourself in a chair or something like that, and it's not far off. Yeah, it's just like it's a very uncomfortable vibration, and it's bad for the engine, but it's also bad for the human inside the cars. So we need to just get on top of it, and but I think we will. I think we have some ideas, and we'll that see. Vibration into the chassis is causing a few reliability problems, mirrors falling off, tail lights falling off, all that sort of thing, which we are having to address. But the much more significant problem with that is that vibration is transmitted ultimately into the driver's fingers. So Fernando is of the feeling that he can't do more than 25 laps consecutively before he will risk permanent nerve damage to his hands. Lance is of the opinion that he can't do more than 15 laps before that threshold. Alors, ça c'est ce qui se disait avant le Grand Prix. Ce qu'il faut comprendre, on rembobine un petit peu pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est que donc Aston Martin s'est tourné vers Honda pour lui fournir le moteur et que, en revanche, Aston Martin fabrique quand même sa boîte de vitesse. Donc quand on a accouplé tout ça, il se trouve que d'un seul coup, il y a des vibrations qui sont sorties et que les vibrations sont, on l'a entendu, très désagréables, voire même insupportables pour les pilotes, mais surtout qu'elles endommagent des éléments de la voiture. Alors on a parlé des rétroviseurs, c'est anecdotique, mais ça endommage aussi surtout les batteries. Oui. Et que on a cru à un moment que les Aston ne pourraient carrément pas rouler. Au final, 43 tours pendant le Grand Prix. En plusieurs morceaux, quand même. En plusieurs parties. Pareil. Alonso. Alonso qui finalement s'est arrêté au bout d'un moment, mais apparemment, il n'y a pas eu de casse. C'est juste qu'on s'est dit, on a assez roulé, ouais. On n'abîme pas plus parce qu'il n'y a pas de pièces de rechange sur cette voiture. On sent aussi que ça commence à tirailler entre Aston, on a vu Adrian Newey,
Et Honda, parce que Adrien Newey commence à dire, bah là, les datas nous disent quand même qu'on a un des châssis les plus efficaces du plateau. Et Honda qui dit, bah nous, notre moteur, il nous paraît pas si mal que ça. Ça commence un peu à tirailler. Tiens, c'est marrant, ça nous rappelle des histoires, ça, quand on fabrique pas le châssis et le moteur au même endroit. Tout ça, ça part quand même. Stéphane, il faut remonter un peu dans le temps. Pour comprendre un déjà, petit le peu où est-ce qu'on en mariage, est arrivé. il y avait des petits trucs. Alors, juste là, ce qui est grave, c'est qu'apparemment, c'est un problème structurel de fabrication du bloc du V6 Honda. Et ça, tu ne peux pas le régler en quelques semaines. C'est impossible. Bon, on verra ce qu'il en est, mais ce partenariat a vraiment du plomb dans l'aile pour moi. On verra ce qu'il en est. Mais alors, l'histoire a débuté, en fait, les problèmes ont débuté pour Honda en octobre 2020. Honda annonce son retrait de la Formule 1 en pleine période de course au titre mondial avec Max Verstappen. Ils annoncent la fin de la collaboration avec Red Bull, fin 2021, pour deux raisons. Industrielles encore, donc marketing, etc. C'est objectif neutralité carbone dans l'industrie à l'horizon 2050 et réaffecter des budgets pour la recherche et développement véhicules à hydrogène et batteries de véhicules électriques. C'est globalement ça. Alors, bon, c'est ce qui se passe aussi quand le boss dans une grande structure n'aime pas trop la compétition, ne trouve pas ça tellement indispensable et qui coupe ça. Et si c'est un moteur, bah, c'est pas très grave. Et puis on reviendra plus tard. Honda est un petit peu habitué à ça. Sauf que ça leur a posé un petit peu des problèmes parce que 2021, Max Verstappen est champion du monde. Et là, du coup, gros regret. Parce que si on continuait, on pourrait quand même encore surfer sur ces succès-là. D'autant plus que on est dans une période où les moteurs sont gelés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Gel des moteurs 2022-2025. On est en période post-Covid, donc c'est vraiment pour limiter de toutes les façons possibles les coûts en Formule 1, châssis, donc il y a un budget capé, moteur. Et là, c'est là qu'on commence à bricoler. C'est-à-dire qu'officiellement, en 2022, Red Bull court avec un moteur Honda, mais il s'appelle Red Bull Powertrain. Bon, alors tu dis ok, ils ont voulu effacer le nom de Honda, ils n'ont pas trouvé un sponsor comme à l'époque du Renault, ils avaient Tiger. Ouais. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'était un petit peu avant, ça c'était les années au début des années 2000. Et puis 2023-2025, Honda réapparaît sur la culasse du moteur. Bah, c'est leur moteur, donc logiquement, voilà. Alors entre-temps, ils ont payé pour casser le deal, et puis ils payent pour revenir. C'est fantastique. Bon. On n'est pas passé par HRC aussi pendant un moment? Ah ben oui, il y avait le logo du HRC. C'est à cette époque qu'il y avait le logo du HRC pour bien montrer en fait la finalité. C'était le minimum. C'est Honda qui faisait le moteur. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? En 2021, eh bien en fait, la structure moteur de Honda commence à être complètement démantelée et on réaffecte ces gens-là dans d'autres départements. Adrien Newey a dit, il y a des gens qui sont partis bosser sur l'énergie solaire, etc. Bon, très bien. Et 2023, gros regret en fait, Honda annonce qu'ils reviennent en Formule 1. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient déshabillé complètement, ils avaient donné des reconversions aux gens qui avaient fait ce moteur qui était le meilleur moteur de la Formule 1, on ne peut pas le dire autrement. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embauché des gens qui n'avaient pas d'expérience en Formule 1. Alors tu ne le vois pas, là, pendant cette période-là, 2023, 2024, 2025, parce que, je te rappelle Gilles, on a un gel de la motorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc Verstappen continue de gagner avec le moteur Honda. Tu fabriques des moteurs selon les plans donnés, les process de fabrication sont les mêmes. Il faut juste rappeler les gens qui fabriquaient sur les chaînes de montage. Et si c'est fait avec rigueur, il n'y a pas de problème. Sauf que pendant ce temps-là, en 2021-2022, au sortir de la période du Covid, 2022, les équipes, les autres motoristes commencent à travailler sur le nouveau moteur 2026. Ils commencent à travailler, donc là, ils prennent un an d'avance, parce que 2022, Honda est retiré de la Formule 1. Et qu'est-ce qui se passe en 2023? On instaure un budget capé, moteur spécialement, pour éviter cette course à l'armement des nouveaux moteurs qui vont être d'une complexité folle. Et Honda se remet à faire de la Formule 1, à essayer de refaire des moteurs dans ce contexte-là. Et sur la foi des succès passés, il signe avec Aston Martin. Pas de problème. Et qu'est-ce qui se passe? Honda
essaye, avec un budget capé, de recréer une structure. J'ai vu un chiffre passer, on parle des 2 tiers des ingénieurs de Honda Tout à fait, F1 qui étaient partis. Tout à fait, et il n'y avait que 30% du personnel de la grande époque de Honda qui était resté. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Eh ben, voilà, Adrian Newey et Andy Cowell, le big boss de la motorisation chez Mercedes pendant des années, passé sous pavillon Aston Martin, les deux là, le génie du châssis et le génie du moteur, ils vont rendre visite quand même à Honda parce qu'ils entendent des échos quand même persistants comme quoi le moteur a du retard sur la puissance, on a parlé de 80 chevaux de retard, donc ils vont à Sakura, à l'unité vraiment du HRC, en novembre 2025 et on dit bah oui en fait on a reconstitué une équipe mais c'est pas la même que celle que vous aviez connue Novembre avant. 2025, enfin, Tout à fait. il y a 4 C'est mois. quoi. délirant, tout à Il y fait. a 5 Et là, mois. ils comprennent qu'en fait, le moteur, c'est plus du tout un moteur Honda badgé tel qu'ils le connaissaient auparavant dans les grandes années. C'est un moteur qui redémarre, c'est pas de zéro d'une page blanche, mais presque. Et ben là, c'est le début des problèmes et on s'en sort pas chez Aston Martin. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a Toto Wolff qui a dit. Bah de toute façon, nous on n'est pas candidat pour redonner un moteur Mercedes à Aston Martin. Il n'en est pas question. Mais il a dit ça. Il n'a pas dit les problèmes moteurs d'Aston Martin ne nous concernent pas. Ce qu'il a dit, c'est on n'est pas candidat pour redonner. Ça veut dire que Aston Martin en fait cherche un moteur pour l'année prochaine. Il sait que dans la logique d'une écurie qui est très ambitieuse, tu dois changer ton fusil d'épaule, surtout s'il faut tout refaire. Si c'est pour que Honda dise l'année prochaine il y aura 2 fois moins de vibrations, ça va pas passer. Ça va pas passer. Et puis alors, Lawrence Stroll, qui a donc construit une usine fabuleuse, qui a tout fait pour recruter Adrian Newey, lui il veut des résultats. high-tech, Tout à fait. Et Adrian Newey, il est venu en prenant des parts dans le constructeur Aston Martin, qui ne se porte pas très très bien, mais qui compte sur les succès sportifs en Formule 1 pour pousser ses ventes. Alors tu comprends bien que Lawrence Stroll n'a pas d'intérêt à rester comme ça dans cette configuration-là, Adrian Newey non plus, donc il va se passer qu'ils vont quand même prospecter ailleurs. Chez Moi qui je pense. Ah ben alors tu sais ce qui se passe quand tu essaies de chercher un nouveau moteur, tu arrives en Formule 1, tu es un nouvel entrant, eh bien tu prends la liste des fournisseurs de moteurs et tu vas frapper à la porte du motoriste qui équipe le moins de voitures sur la grille. Et après tu remontes. Parce que Mercedes, ils fournissent 4 moteurs, on ne va pas leur demander d'en fournir un 5e. Donc ça serait Red Bull Powertrains. Et d'ailleurs, Mercedes a dit on a 3 clients jusqu'en 2030 et après ça sera 2 à partir de 2031. Et donc tu prends Audi, alors Audi ils viennent d'arriver, je ne sais pas si ils ont encore la capacité de fournir une écurie cliente. Après Aston Martin, Audi c'est vraiment des rivaux. Bon. Mais en suivant sur la liste, tu as Red Bull qui équipe 2 écuries. Donc là, pour moi, la logique après, c'est de se renseigner auprès de Red Bull, de dire qu'est-ce que vous faites? Surtout que le moteur est fait quand même globalement par des anciens de chez Mercedes qui ont été recrutés. Donc, la question, elle se pose. Et par-delà même, si Honda se fait sortir de la Formule 1, c'est quasiment une question existentielle pour eux. Qui voudrait d'eux ensuite pour revenir en Formule 1 Sur les 2 dernières créations d'équipes, Haas en 2016 et Cadillac en 2026, c'est des moteurs Ferrari qui ont été choisis. Si tu es un nouvel entrant, tu vas pas dire il me faut un moteur là provisoirement pour 2-3 ans ou alors je prends un moteur client, je vais prendre le Honda sans l'avoir vu en piste. Donc c'est pas possible. Ça veut dire comment est-ce que ensuite Honda pourrait revenir en Formule 1 C'est une vraie question. Et en attendant, moi je pense que Aston Martin doit décider parce que d'ici 2 mois, Adrian Newey va se lancer dans le dessin de la prochaine voiture. Il faudra avoir un maximum de data pour le fonctionnement de cette voiture, ce qui va pas, et puis quel moteur mettre dedans, réellement. Ouais, en tout cas, là, j'ai envie de dire, je ne sais pas quel terme employer, parce que la situation est vraiment très très délicate, mais Aston Martin pourrait avoir un petit peu plus de temps finalement pour réfléchir avec le contexte au Moyen-Orient et les menaces. Le Grand Prix de Bahreïn, je vois absolument pas comment il pourrait. Alors si tu tournes pas, t'apprends pas non plus. C'est un autre problème. Mais ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de temps pour espérer que chez Honda on trouve une solution. Mais l'urgence aussi, c'est Monsieur Alonso. C'est-à-dire qu'il a dit si ça marche pas cette année, je suis prêt à essayer l'année prochaine. Il a dit ça il y a quelques semaines. Il savait déjà que le Honda avait des problèmes. Et que ça allait peut-être pas marcher du premier coup et qu'il faudrait peut-être attendre encore ou avec un autre. Bon, bref. Mais alors, ça veut dire que si tu dégoûtes, si tu démotives Alonso de continuer, comment est-ce que tu récupères ensuite un gros poisson sur le marché pour essayer de viser le titre mondial? Qui va aller ensuite, avec cette expérience-là,
chez Aston Martin, avec le moteur Honda. C'est un sujet pour Aston. Là, ils sont vraiment à la croisée des chemins. C'est un sujet aussi pour Honda. Et je pense qu'ils vont trancher. On va le savoir de toute façon d'ici le mois de mai, à peu près d'ici le mois de mai-juin. Tu peux pas prendre un moteur très tard, ensuite demander à quelqu'un. C'est 4000 pièces à fabriquer. C'est des lignes qui sont compliquées à mettre en place. Il faut du savoir-faire. Il faut l'intégrer dans la monoplace. Il faut l'intégrer dans la monoplace, mais il faut surtout le fabriquer avec la qualité requise. Bref, il y a urgence. Exactement. Il y a urgence parce que le week-end prochain, on y retourne. Deuxième Grand Prix de la saison. On ira à Shanghai pour la deuxième épreuve. Et alors, on a parlé du fait que ce Grand Prix en Australie n'était pas vraiment représentatif parce que le circuit est très particulier. Donc, pour continuer de bien apprendre, bam, on vous met tout de suite un Grand Prix sprint avec, déjà on va vous donner les horaires, comme ça au moins vous aurez vos repères et vous saurez à quelle heure mettre votre réveil. Ça va pas beaucoup changer, hein, vous n'allez pas pouvoir faire la grasse matinée tout de suite, 4h30 pour les essais libres 1 vendredi 13, et dès 8h30, qualif de la course sprint. Ensuite, samedi, à 4h, donc là on avance encore un peu la course sprint. Et ensuite, à 8h, on aura la qualification pour le Grand Prix qui aura lieu dimanche à 8h. Là, dimanche 8h, on va presque faire une nuit normale, tout Stéphane. À fait. Sprint de 19 tours, la course de 56 si je ne me trompe pas, et donc ce fameux sprint programmé sur la deuxième course de la saison. En fait, il n'y a pas eu de concertation entre Formula One et la FIA. Formula One a dit, on fait comme l'année dernière, on fait une course sprint dès le deuxième Grand Prix. Dès le deuxième Grand Prix en Chine. Alors, je pense que dans les contrats, c'est verrouillé, que quand tu payes quand même pas mal, je crois que c'est le prix du plateau, c'est 55 000 millions ou 60 millions d'euros pour la Chine. C'est à peu près 2 fois un Grand Prix normal. Donc, effectivement, tu peux dérouler le tapis rouge. Et ils se sont pas posé de questions. Donc, chez Formula One, ils ont dit, voilà. Et puis, le deuxième sprint arrivera aussi assez vite, à Miami le 6, ce qui est assez incroyable. Mais les sprints sont quand même globalement mieux répartis. Tu en as 2 quand même, comme par hasard, sur le territoire américain. À Miami et après, c'est à Montréal. Il y en aura 2 de suite, des sprints. Mais il n'y a pas de sprint, enfin, cette année, sur les 6 derniers Grands Prix de l'année. L'année dernière, ils avaient fait ça. Ils en avaient placé, je crois, 2. 2 sur les 3 derniers Grands Prix. Ça s'appelle un délire. C'était un triple leader, mais vraiment. Et là, on termine la saison par 2 triple leaders, mais sans course sprint. Au moins, ils ont compris quelque chose. Les pilotes étaient rincés. Tout le monde en avait marre l'année dernière. Mais ça redémarre quand même assez fort. Et c'est probablement une erreur d'apprendre à marche forcée comme ça. 1 heure de qualif. Celui qui aura un problème dès le départ, il attaquera la qualif sprint et tout le reste du week-end sans avoir rien appris. C'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde dira que ça sera probablement une erreur, mais il faudra en tirer les conséquences après. Alors, petite présentation globalement de ce Grand Prix. C'est un circuit Hermann Tilke. Donc l'architecte vraiment historique, tout à fait. Dans la moyenne, 5451 mètres. La plus longue ligne droite du championnat, 1175 mètres. Et là, Hamilton a dit, là déjà, ça va pas être beau. Bon, on va voir sur le déploiement d'énergie, la récupération. Ouf, on va voir ça tout de suite. Là, tu as intérêt à en garder de l'énergie pour cette ligne droite. Ça va parler, oui, tout à fait. Par contre, il y a des gros freinages. Donc, on va pouvoir récupérer pas mal d'énergie. C'est là qu'on va voir un petit peu ce que donne ce nouveau règlement. Un banking, enfin tout ça, c'est un circuit assez complet du point de vue de ce qui est proposé. Chez Pirelli, on a repris les mêmes centrages que l'année dernière, C2, C3, C4, donc c'est pas vraiment les pneus qui vont être le sujet, à part si ils ont une durée de vie limitée, mais ce qui semble pas être le cas. L'asphalte a été refait en 2024, et tout le monde a dit il est quand même très adhérent. Il est bien cet asphalte, donc tout le monde a l'air assez content de ça. Usure prépondérante, le facteur limitant, c'est l'avant gauche, forcément. Et puis, la façon dont il tourne, il y a un grand escargot comme ça, c'est un virage absolument interminable. Et Pirelli a aussi revu son estimation de l'agressivité de la piste. Ils avaient noté l'abrasion à 3/5, c'est passé à 2/5, donc c'est vraiment, ça ne sera pas un sujet, ça ne sera pas un problème. Et l'évolution de la piste, c'est pareil, c'est peut-être bien pour une course sprint. La piste évoluait beaucoup, et bien l'année dernière, Pirelli a constaté que ça évoluait un petit peu moins. Donc là-dessus, c'est pareil, les gens seront peut-être moins déboussolés d'une session d'essai ou de course à une autre. Et puis dans tout ça, qu'est-ce qu'on aura ? On aura peut-être une Ferrari ?
Eh ben, Et pourquoi oui, pas celle alors- de Lewis Hamilton? Tu te alors- souviens de ce qui s'est passé l'année dernière? Je sais qu'il avait gagné la course sprint parce qu'on s'était dit, ça y est, déjà, Lewis Oui. Hamilton gagne. Alors, c'était un sprint, mais n'empêche que c'était quand même assez énorme. Et Après avoir malheureusement, fait- il n'y avait pas eu d'autres victoires. Non, mais après avoir fait le meilleur temps lors de la qualification du sprint, donc il était parti en pôle du sprint, il avait gagné, tranquille, Beau travail. embêté. Par contre, Chez Ferrari, on amène une nouveauté, ça c'est quand même Ah oui assez fort, avec ce fameux aileron que tout le monde avait vu utiliser à un moment, je crois que c'était à Bahreïn, hein, c'était à Sakir, hein, ce qu'ils avaient appelé, ce qui avait été baptisé par les journalistes l'aileron Macarena, qui se retourne à l'envers. Donc là on l'amène, il n'était pas prêt pour l'Australie, il sera prêt pour la Chine. Ça aussi, ça dit quand même que chez Ferrari, on a des choses et on les engage tout de suite, on veut voir ce que ça donne. et puis en Australie, Ferrari a fait un joli coup au démarrage, et ça sera peut-être probablement le cas. Il y aura 315 mètres entre la distance de la pole position au premier freinage du virage numéro 1. Donc ça sera peut-être largement suffisant pour Ferrari pour faire encore un gros coup. On verra aussi si Leclerc flambe, parce que à Melbourne, il a dit qu'il n'aimait pas tellement ce circuit, et pourtant il était en position en fait de gagner. Il fait un podium. On verra là, parce que Shanghai, c'est pas non plus sa tasse de thé. Donc on verra bien. À part Monaco, qu'est-ce Oui. qu'il aime? Tout à fait. Et puis, question 2025, petit flashback dont tu as parlé du sprint dominé par Hamilton. Et c'est Piastri qui avait signé la pole position et la victoire. Sa première victoire en Formule 1, si je ne me trompe pas. Il va y avoir un peu de pression quand même pour l'Australien, mine de rien. Ah bah là, parce que oui, il après, faudra son zéro pointé en Australie, Ouais, tout à fait. il est bien placé pour savoir que les points de retard que tu prends en début de saison, ils Tu pèsent les rattrapes. lourd. En fait, tu les rattrapes jamais, de toute façon. Tu peux trouver des opportunités, mais quand ils sont perdus, on verra. Il a eu Sur beau ces mener 25 points. le Après, championnat. réellement, il a peut-être perdu que 10 points quand on voit la position de Norris, mais ça fait rien et c'est pas bon pour la confiance de toute façon. Et question record, c'est encore monsieur Hamilton qui domine tout. 7 pole positions, 7 victoires. Personne n'a jamais fait mieux dans l'histoire de la Formule 1 à Shanghai. Et loin s'en faut, Vettel arrive juste après avec 4 pole positions, et puis ensuite Alonso et Rosberg avec 2 pole positions, Nico Rosberg évidemment. Et quant aux victoires, c'est pareil, Alonso a gagné dans une autre vie 2 fois, et puis Rosberg pareil. Donc on attend peut-être quelque chose, Lewis Hamilton qui est sorti un petit peu quand même contrarié de Melbourne, parce qu'il rate le podium de peu. Donc je pense qu'il sera bien remonté, le Britannique. On va voir pour aussi ce comment week-end. ça va se passer, si Mercedes va pouvoir confirmer. On n'arrête pas de dire que Melbourne n'était pas représentatif. Est-ce qu'en Chine, Mercedes va être encore plus loin devant, ou est-ce qu'un autre constructeur? Tu n'as plus aucun Grand Prix représentatif maintenant. Tu as 24 Grands Prix, c'est 24 exercices particuliers. C'est fini le temps où les Grands Prix faisaient 16 week-ends de course, et tu avais 4 ou 5 rendez-vous de la vitesse où tu pouvais faire une voiture typée vraiment en circuit rapide. Williams le faisait, il y en avait d'autres qui le faisaient. Et là, maintenant, en fait, tu dois avoir vraiment une voiture caméléon, passe-partout. Et c'est les gens qui sont pas très forts qui disent que c'est encore un cas particulier. Mais oui, mais il n'y a que des cas particuliers, il faut s'adapter. C'est le maître mot de la Formule 1, et encore plus en 2026. Bon, alors repérez ça dans les conférences de presse. Celui qui vous dit que c'est pas représentatif, Oui. c'est que c'est un naze. Je ne sais pas avec qui on va se fâcher, surprise. Bon, voilà, on a tout dit, mon Stéphane. Tout à fait. Donc, on vous rappelle, 4h30 pour la première séance d'essai libre vendredi. On fera l'appel, savoir qui est là, qui est pas là. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne YouTube d'Eurosport pour nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, s'il y a des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Si Gilles doit changer de coiffure. On se retrouve, nous, mardi prochain pour faire le point sur ce Grand Prix de Chine, en remerciant Adrien Yo pour la mise en image. Et Quentin Guichard pour L'habillage. les panneaux, l'habillage, tout ce que vous voyez aussi. Rendez-vous mardi, et d'ici là, On coupe le contact.